c'est Jean-Pierre Nadir, l'un des investisseurs les plus connus de France. Jean-Pierre Nadir. Jean-Pierre Nadir. Jean-Pierre Nadir, vous connaissez forcément. Il a investi plus de 10 millions d'euros dans les startups ces dernières années, notamment à travers l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Je ne suis pas intervenu, je t'ai laissé déblatérer tes conneries. Millionnaire dès l'âge de 21 ans, chef d'entreprise émérite depuis 30 ans, il sait repérer en quelques minutes le bon du mauvais business et investir seulement dans les meilleures entreprises. Et justement, aujourd'hui, il va s'asseoir dans notre studio pour investir chez un de nos entrepreneurs. En face de lui, 4 startups qui cherchent à récupérer son argent en tant qu'investisseur professionnel. Mais attention, une seule pourra aller au bout de l'aventure et récupérer jusqu'à 100 000 euros de sa part. Moi, si je fais du business, c'est pas pour 20%. À 20%, je reste Et solide. pour ça, l'entrepreneur devra savoir répondre à toutes ces questions et surtout rebondir face à son franc-parler légendaire. Je déteste ça. Moi, je préfère fixer une valeur tout de suite plutôt que d'attendre que des glands le fassent après moi. C'est parti pour ce nouvel épisode de Plan Cul. On vient proposer une solution en fait qui fait que ton moyen de paiement devient ta carte de fidélité. Quand tu payes, ça te crée ton compte. Quand tu repayes, ça te réidentifie. Oui, ce qui est pas con parce qu'en fait, on imagine que les deux devraient aller ensemble depuis longtemps. Ça devrait, exactement, et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça permet vraiment de gagner une valeur forte pour les petits commerçants qui ont du mal à recruter des clients fidèles. Et ça fait gagner un temps énorme, des milliers d'heures pour les plus gros commerces. Et comment on réussit ce miracle? Alors justement, on s'intègre directement sur le TPE. Donc on travaille avec Ingenico, on a lancé un prototype, on travaille avec Stripe, on travaille également avec d'autres marques, notamment on est en train de préparer sur Pack, etc. Et du coup, quelle que soit ta carte, tu payes avec ton téléphone également, ça fonctionne. J'ai rien à faire, je paye et ça me crédite des points. Exactement. Et ces points, donc ensuite, comment ils sont gérés? C'est de notre côté, en fait, on propose, en fonction du commerce, ils choisissent, soit c'est des euros qui sont récupérables au prochain passage, soit ça peut être des cadeaux qui pourront être offerts après le temps. Bonjour, je m'appelle Valentin, je suis le fondateur de Fruitify. Fruitify, c'est une plateforme qui sert à placer la trésorerie excédentaire des entreprises dans la finance décentralisée. Donc en fait, nous, on vient répondre en fait au trilemme problématique rendement, risque, liquidité. En fait, on n'a jamais tout en même temps. Et avec Fruitify, en fait, on arrive à l'avoir grâce à des produits structurés dans la finance. On permet aux chefs d'entreprise, aux DAF, en gros, d'y accéder très facilement en 3 clics, en simplifiant l'ensemble de la complexité technique inhérente en fait à ce milieu. Et on leur propose en plus donc des produits rémunérateurs sans risque, c'est-à-dire qu'on travaille avec donc, des stablecoins, des actifs non volatiles, avec un rendement qui est de l'ordre de 8 à 10%. Ouais. Dès que j'ai mon compte, on te dit pas c'est 3 semaines de délai pour récupérer ton fric, donc tu le places tout de suite et tu le récupères aussi vite. En 2 clics. En 2 clics, en une seule transaction. Et en plus de ça, une fois qu'on est en position, on fournit tous les indicateurs en fait, pour monitorer la position, on peut mettre des alertes. Et pour limiter les risques, en fait, c'est plutôt du stablecoin parce que tu es adossé à des monnaies plutôt que d'avoir effectivement donc, du risque maximum sur du bitcoin où on ne sait jamais ce qui va. Voilà, techniquement, on pourrait faire des stratégies volatiles avec des sous-jacents volatiles, mais pour de la trésorerie d'entreprise, on préfère rester sur du stablecoin. Ok, merci. Bonjour Jean-Pierre, je m'appelle Théo, je suis le cofondateur d'Objectify. Ok, salut Théo. Ce qu'on propose, c'est aux marques de digitaliser la propriété de leurs produits. Donc c'est une façon alternative de vendre leurs produits sous forme de titres de propriété. L'avantage, c'est qu'on va venir créer le second marché de la première main, ce qui n'existe pas aujourd'hui, parce qu'à côté de ça, on opère une marketplace qui permet aux consommateurs de revendre leurs titres de propriété entre eux. J'ai rien compris. On vend quoi? C'est quoi ces titres de propriété? Ces titres de propriété, imaginez-les comme un coupon. Vous achetez une paire de sneakers, vous ne recevez pas la sneakers, vous en recevez un titre de propriété. Ah ok, c'est déjà plus clair. Et ensuite, ce titre de propriété, vous l'échangez sur une marketplace à d'autres utilisateurs qui n'ont pas à vous faire confiance. Parce qu'à tout moment, ce titre de propriété, eux-mêmes peuvent le faire valoir auprès de la marque pour déclencher la livraison du produit sous-jacent. D'accord, donc sur des produits en fait sur lesquels tu as une montée en puissance du prix, Absolument. finalement c'est même pas la peine de se les faire livrer parce qu'en fait les gens ils vont pas les ouvrir. Exactement. Donc, et ils vont les revendre donc 2 ans après. En fait t'as même pas besoin, t'as qu'une seule livraison au lieu d'avoir des allers-retours quoi. T'as pas de stockage, etc. C'est un marché énorme de l'édition limitée qui est applicable à toutes les marques, que ce soit la joaillerie. Voilà, c'est un marché énorme de l'édition limitée. T'as entendu comment c'est comme ça? Parce qu'en fait au début j'ai rien compris. Donc ça au moins cette phrase là elle est très compréhensible et on voit tout de suite ce que tu fais quoi. Le marché des collectibles, c'est 600 milliards de dollars. Donc moi je suis le cofondateur de Blob.io. Blob.io c'est quoi? C'est une solution de minage de Bitcoin clé en main pour des investisseurs. Aujourd'hui mon job c'est quoi? C'est que je fais profiter à des investisseurs de tout mon savoir-faire d'électrotechnicien. Je travaillais sur des barrages hydroélectriques pendant quasiment une dizaine d'années sur des centrales. Et aujourd'hui je cherche des surplus de capacité énergétique sur la planète. Et notre projet actuel entre l'Inde et la Finlande, on éteint des chaudières à bois. Alors comment on éteint des chaudières à bois? C'est très simple, c'est qu'ils ont un chauffage centralisé.
Ils chauffent des villes avec ça et ils brûlent du bois ou de la tourbe. Des centrales plutôt, donc à bois ou des chauffages individuels? Non, en fait, c'est un chauffage urbain. C'est-à-dire que chaque baraque est chauffée par une usine qui brûle du bois ou de la tourbe en dehors du village. Alors, il faut rappeler que ça, c'est catastrophique, quoi, puisque à la fois le bois, on libère du CO2, et en plus, effectivement, donc ça reproduit. Donc là, c'est la cata intégrale. Exactement, mais pourquoi ils le font? C'est parce que ça coûte toujours moins cher que d'acheter de l'énergie hydro. Et du coup, notre job, c'est quoi? Nous, on vient acheter l'énergie hydro sur le réseau directement, donc de l'énergie décarbonée, et on la transforme en chaleur avec nos machines de minage de Bitcoin, et la chaleur est revendue intégralement aux fournisseurs de chaleur de la ville. Pour te donner une ordre de chiffre, ça leur coûte 50 € le mégawatt de tourbe ou de bois à brûler, et nous, on leur revend la chaleur à 30 € le mégawatt. Mais par contre, il faut développer des réseaux. C'est très simple, c'est un conteneur qui vient se plugger directement. T'as pas d'infra? Non, il n'y a pas d'infra à part un conteneur. Il y a un conteneur, pas pour beaucoup, pour une ville de 10 000 habitants, on est sur 3 millions d'investissements. Ok, merci. Alors Jean-Pierre, 4 startup tech, laquelle tu as préférée, laquelle t'as le plus convaincu? Elles ont 1 minute 30 pour le faire. Écoute, si on les prend une par une, donc le programme de feed, donc c'est intéressant parce que ça a l'air de simplifier quand même donc pas mal les flux en matière de fidélisation. Et puis ça permet donc finalement de démocratiser l'accès à la feed pour tous les programmes. Et donc c'est vrai que quand tu vas chez le fromager et qu'à la fin on te donne une petite carte en carton, faut pas que tu l'aies oublié pour la fois d'après et puis on te met une encoche chaque fois que tu viens pour finalement gagner un yaourt. Et tu veux, donc moi je ne suis pas bien certain que ce modèle-là donc soit vraiment incitatif donc pour les clients. Ensuite donc on avait le placement de trésorerie. Bon, ça, je connais déjà une boîte qui fait ça. Donc, en fait, je trouve que l'idée est très bonne. Très bonne. Dans tous les cas, la promesse est forte. Et donc, 8 à 10%, clairement, c'est incitatif, quoi. Donc, voilà. Maintenant, je connais déjà une boîte qui fait ça. J'ai étudié d'ailleurs le fait de placer ma trésor donc, sur la boîte en question. Donc, voilà. Donc, je me dis... il arrive peut-être un peu tard et puis surtout donc j'ai pas bien compris comment il comptait développer ses clients parce qu'en fait c'était le vrai sujet, hein, c'est comment je vais trouver les clients et là-dessus pour l'instant bon on fait des petits groupes etc, tout ça est sympathique mais compte tenu du fait que le marché est en train de se structurer, il te faut un très gros levier pour pouvoir prendre de l'avance par rapport aux autres, sinon tu vas être dépassé très vite, quoi. Troisième boîte, donc la tokenisation des titres de propriété, ça c'était intéressant, c'était assez mal vendu, c'est-à-dire que voilà, au début j'ai rien compris, donc à la fin finalement les phrases qu'il leur dit au début, ils ont dit à la fin, donc très bien, il va apprendre, hein, donc d'ailleurs le gars était très bon à la fin, il était mal à l'aise au début mais sur la fin il était très bon, c'était très clair. Voilà, mais c'est un créneau auquel je connais rien, qui me paraît un peu nébuleux. Les tokens, donc il y a à boire et à manger, il y a surtout pour l'instant donc plus de déboire que à boire, tu vois. Et donc voilà, je vais peut-être pas me lancer tout de suite là-dedans. Et donc après, le minage donc de Bitcoin, ça c'est très intéressant, mais j'ai pas bien compris en quoi on maîtrisait vraiment ce sujet-là. Ce truc-là, ça peut être génial. Mais il faut être sûr qu'on a vraiment les éléments en main qui vont nous permettre de pas faire le lièvre pour les copains. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es tout petit et que tu attaques un truc très gros, souvent, tu ouvres le marché et puis arrivent d'autres qui vont le prendre parce qu'eux, ils ont des gros moyens. C'est le moment de la sélection. Qui Jean-Pierre va-t-il choisir? Merci beaucoup pour cette opportunité. Félicitations. C'est un plaisir. T'as pas été le meilleur, mais ton projet me parlait plus. Non mais ça, je dis ça pour dire quoi? Pour dire que au début, tu as commencé, c'était pas très clair ton truc, donc tu vois, et puis après tu t'es amélioré, et j'ai mieux compris ce que tu faisais. En fait, tu fais un truc hyper simple, quoi. Donc tu vois, tu permets donc de fluidifier les programmes de feed qui sont souvent effectivement donc chiants et de les démocratiser pour les commerçants et de les fluidifier donc pour les consommateurs au final. Bon, et donc ça c'est assez clair. Je pense que toute la problématique, effectivement, c'est d'évaluer ta tech, c'est grosso modo. Est-ce que cette tech, elle est très différenciante? Est-ce qu'elle a réussi à craquer quelque chose? Est-ce qu'on a un avantage concurrentiel par rapport à d'autres qui voudraient faire la même chose? Tu vois, voilà, je dirais que tu développes un peu cette partie-là qui me semble fondamentale. Tu vois, pourquoi toi? Pourquoi nous, si j'investis demain, on a une capacité démultipliante sur le sujet en question? Vous avez choisi ce que vous allez manger? Ouais, alors moi, je vais laisser parler mon invité en premier. Peut-être un croc, pourquoi pas. Bon, je vais faire pareil pour simplifier le service. Donc là, on a un avantage, c'est un peu le first mover advantage qu'on connaît. Il y a des entreprises qui ont travaillé sur le sujet ou qui se rapprochaient, où ils se sont dit, est-ce que le TPE peut être un point d'entrée?
Il y en a beaucoup, non? Parce que ça paraît, une fois que c'est énoncé, ça paraît assez évident que le TPE est un point d'entrée et que c'est la logique, ou c'est l'avenir même de ce type de système. Comme beaucoup de sujets, hein. En général, c'est vrai qu'une fois que ça arrive, on se dit c'est vrai que c'est logique, c'est vrai que c'est bien. Donc c'est là où il faut être rapide. C'est un premier point, c'est certain. Nous, on a... Alors donc attends, est-ce que déjà tu as des concurrents? Est-ce que dans le monde il y a des concurrents? Dans le monde, oui. Donc aux États-Unis, j'imagine. On va parler d'Australie, une entreprise qui est l'une des plus grosses croissantes et qui va peut-être partir jusqu'à Singapour là. Ok. Elle s'est, comme elle a grossi énormément, elle s'est un peu diversifiée aussi, forcément. Dans quel domaine? Elle fait un peu du paiement. Ah, maintenant elle fait paiement. Là aujourd'hui, nous, si je viens, que je paye, j'ai des euros, de l'argent qui est disponible pour les prochains passages. En fait, on pourrait précharger aussi le paiement. Ouais. Et du coup, je pourrais dire, tiens, je viens chez toi, je paye, et en fait, j'ai déjà des euros disponibles. Donc derrière, en effet, tu vas un peu à l'encontre des partenaires d'aujourd'hui. Parce que là, l'intérêt, c'est qu'on fait du cross donc, entre les différentes marques. Donc, je gagne des points chez quelqu'un. Ça me permet donc d'avoir sur mon paiement futur, donc on me défale directement de ma carte de crédit. Enfin, en tout cas, on me pose la question de savoir si je veux le faire ou pas. Je peux te montrer directement. Si tu veux. Ah bah vas-y, fais d'autres démos, ouais. Donc là, toi, ça c'est un TPE classique. Ouais. J'arrive, il y a un paiement à faire chez le commerce. Ouais. Je le fais pour simuler. Au moment où tu payes, ça te crée un compte de fidélité automatiquement. Donc là, ça t'indique que tu as des récompenses. Alors là, on a eu des points, ça peut être des euros directement disponibles, et ton paiement est fait. Et je retrouve où après donc toutes ces infos? Sur une appli, j'imagine? On a deux options, c'est ça. Donc soit là, on est en train de voir pour mettre un petit scan pour ponctuellement regarder le vérifier solde. Et si on a une web app sur laquelle on peut en effet voir la progression sur tous les magasins. Mais comment je me connecte à cette web app? Parce que c'est ça tout l'enjeu. C'est là où on travaille actuellement justement donc on propose soit un petit QR code, une information. Là, il y avait un QR code. On peut... Parce que là, ça y était pas, donc je ne voyais pas comment j'allais me connecter. Je vais le refaire un petit coup, comme ça. Là, c'est le deuxième passage. Je reviens au commerce, je refais un paiement. Et en fait, ça me détecte, ça dit tiens, tu as un avantage disponible, tu peux l'utiliser, l'appliquer. Ouais. Et en fait, ici, là où j'ai... C'est comme la soumission au pourboire, on me propose, je choisis ou pas. On se place à ce niveau-là, c'est ça qui est intéressant. Attends, c'est le commerçant qui choisit donc, la réduction, où cette réduction est valable donc, partout. Et donc, de fait, c'est moi qui décide quand je l'exerce. À l'idéal, c'est par commerce. Le cross-marketing entre commerçants, c'est devenu un levier assez puissant, en fait, donc, qui évite de payer des intermédiaires type Google, pour ne pas le mentionner. Et donc, finalement, quand ils font du business entre eux, c'est autant d'acquisitions qu'ils n'ont pas à payer par ailleurs. J'imagine qu'au moment où on parle là, il y a d'autres gars, peut-être, qui sont en train de bosser. Tu as peut-être eu des échos. C'est un sujet, en fait, qui est central de plein de choses. Pas forcément le programme de feed, mais le fait de craquer les TPE. Il y a plein de gens qui veulent faire des choses autour de ça. Est-ce qu'on n'a pas un risque à un moment donné que l'association des cartes bancaires bloque tout ça et dise ah ben non, attendez, tout ça n'a rien à voir avec l'objet originel de ces TPE. Il y a une réglementation en France, vous ne pouvez pas le faire. Donc, est-ce qu'on ne peut pas tomber sous le coup d'une réglementation qui nous empêcherait de le faire? Alors ça, c'est une question assez intéressante, justement. Ouf, j'en ai au moins fait une bonne. Ah non, mais mais elle est pertinente parce que c'est pas une qui me vient souvent. Souvent, on pose l'entrée, là-bas l'entrée avec d'autres concurrents. Ouais. Donc pour répondre à ça, oui, il y en a qui se mettent dessus, qui s'y travaillent. Après, la plupart ont déjà un programme de fidélité et en fait, du coup, ils sont restreints aussi à leur programme. Le concurrent, je mentionnais tout à l'heure, qui était en 2015, il était assez ancien, il vendait en white label, enfin en marque blanche auprès de... Désolé de vous interrompre, Camille, monsieur. qu'est-ce qui se passe? Vous avez un appel. Ah! Mince, j'avais dit que c'était important, s'il fallait m'appeler si... Oui, allô? Oui, c'est le boss. J'ai une information pour vous sur la personne qui est face à vous. Il me dit avoir fini sa levée de fonds de 500 000 €. Alors, il recherche de la smart money. Je ne sais pas si vous êtes smart, mais vous semblez avoir quand même un peu de money. Qu'est-ce qu'il faut dans ce format-là? Mais il faut faire ça maintenant, ça nous coupe dans notre élan là. Donc, ok, je vais lui poser la question. Merci. Merci. Donc c'est mon chef qui me donne des instructions et c'est le bon Dieu. Donc le bon Dieu du business, c'est Hermès. Donc la question est la suivante. Il paraît que tu as booké un tour de table de 500 000 €. Voilà, donc, et donc globalement, tu n'as plus besoin d'argent. C'est une bonne nouvelle, j'aurais pas à investir. Alors, je sais pas si c'est une bonne nouvelle parce que du coup, c'est une opportunité pour toi, il y a moins de place. Mais il y a encore toujours un peu de place pour deux choses. Alors, certes, l'argent est important, mais surtout, c'est le smart money qu'on aime. C'est tout ce que chacun peut apporter en termes de connaissances. Les questions que tu poses là, c'est des questions qui sont importantes. Tu les poses pourquoi? Parce que tu as l'expérience.
Parce que tu as vécu ces choses-là, tu as observé soit avec les projecteurs investis, soit tes propres projets. Et c'est ça qui fait que c'est important. Je sais que je ne suis pas parfait entrepreneur, c'est normal, personne ne le naît. Moi un peu, mais bon, c'est normal. Oui, mais tu as travaillé. Non, mais je plaisante. Non, mais t'as raison sur le fait qu'effectivement, donc il faut être aussi, faut être aussi entouré et que l'expertise, et l'expérience, donc et ça se valorise aussi dans un business. Donc ces 500 000 € là, tu les as levés à sur quel valo? Alors ça, on l'a fait en VSAR. Pourquoi? Parce qu'on veut préparer. Ok, avec une décote de combien? 20%. Avec un floor à 2.2 et un cap à 6.5. On a levé auprès de Business Angel, notamment on est le premier investissement de la part d'HEC Paris. Alors, il faut rappeler donc les BSAR. Hein, donc, les BSAR, ça a été inventé donc dans la Silicon Valley pour faciliter la mise en œuvre donc des investissements, parce que c'est extrêmement souple et surtout donc l'avantage des BSAR, c'est qu'on n'a pas à attendre d'avoir les 500 000 pour utiliser l'argent. Dès que l'argent arrive sur le compte, on peut l'utiliser. Alors que quand on fait un tour de table, il faut avoir closé. S'il manque 1 centime, eh ben tu peux pas débloquer les fonds. Et puis ça évite d'avoir une discussion sur la valo, puisque on dit on verra la valo plus tard, donc on met une grande fourchette et on verra la valo plus tard et on donne une décote à ceux qui sont rentrés en disant vous êtes les premiers et donc ça c'est logique, on vous récompense. Bon, donc si la valo est à 2,2 millions, eh ben, ils paieront 20% de moins eux, donc, ou ils auront 20% de titres en plus, donc plutôt par rapport à ceux qui vont rentrer sur cette valo. Donc c'est les suivants qui vont fixer la valo, donc, et toi tu as une décote de 20%. Moi je déteste ça. Alors pourquoi? Pourquoi? Pour plein de raisons. D'abord parce qu'effectivement, donc moi je préfère fixer une valo tout de suite plutôt que d'attendre que des glands le fassent après moi. Bon, acte 1, voilà. Pourquoi? La valo qui fixerait eux serait meilleure que la mienne. Bon, acte 1. Acte 2, donc des paliers entre 2,2 et 6,5, si tu veux, c'est énorme. Donc tu vois, l'élasticité est vachement forte, donc tu sais pas du tout. Moi, je considère que si dans 2 ans, ta boîte élève de l'argent sur une valo à 6,5, j'aurais contribué largement à ça. Parce que c'est moi qui suis rentré quand il y avait des risques, c'est moi et j'aurais apporté du réseau, de l'expertise, etc. Et à la fin, donc j'aurais une décote de 20% seulement, ce qui est très faible. Moi, je trouve que les BSAR, c'est bien si tu as une décote de 50%. Mais alors, quand tu dis ça, les gens, ils sont effarés. Mais oui, parce que la réalité, c'est que les investisseurs d'origine, donc dans un pré-seed quasiment, ou dans un seed, peu importe, donc en tous les cas, donc c'est-à-dire au moment où il y a le plus de risques et il faut avoir une vraie vision donc sur à la fois le marché, quand je dis le marché, c'est l'intérêt du marché pour ce que tu fais, mais aussi tout ce qui se passe autour, les interconnexions qui pourraient, et tu vas répondre après à ma question sur le réglementaire, qui pourrait nous mettre à genoux. Donc tu as plein d'éléments à intégrer, tu as intégré les éléments sur évidemment donc l'équipe, et parfois d'ailleurs tu vas aider à modifier ou à bonifier donc l'équipe en question. Tu vas avoir des questions donc importantes sur comment tu fais savoir que ça existe, parce qu'on peut avoir une très bonne solution, mais si personne ne l'utilise, donc on ne fera pas d'argent. Tu vas avoir des questions même sur le financement de la boîte future. Donc dans le futur tour, tu risques d'être important, y compris par ta présence, parce que le fait d'avoir tel ou tel, ça va effectivement sécuriser peut-être le tour suivant. Et à la fin, on te file 20% de décote. C'est minable. Moi, si je fais du business, c'est pas pour 20%. À 20%, je reste au lit. Il y a 2 choses. 20%, c'est le minimum. En SWAT, on va peut-être lever à 10 millions. L'objectif, là, c'est d'atteindre le marché, c'est go-to-market. Et 6.5, c'est quoi? C'est pas pour dire qu'on va lever à 6.5. C'est là où on est early, en fait. On ne peut pas vraiment valoriser sur le passé, mais plus sur ce qu'on va faire ensuite. Merci beaucoup. Mais moi, ce que je te dis juste, c'est que j'aime pas les BSAR. Merci beaucoup. Voilà, et pour les raisons que je viens de t'évoquer, je comprends. Toi, tu m'expliques la logique des BSAR que je connais déjà, parce que, si tu veux, j'en ai déjà fait plein dans ma vie, si tu veux. Mais moi, je fais sur des... Bon appétit, parce qu'il paraît que, ouais. Et si tu veux, donc, avec les questions qui vont venir, vont être encore plus costauds. Donc, je t'invite à te substanter pour être en forme. Et tu as dépensé, donc tu disais tout à l'heure que ça faisait 3 ans que tu faisais ça. Donc, comment tu as vécu pendant 3 ans? D'où venait l'argent et comment tu as pu tenir autant de temps et payer même des gens, parce que si vous êtes 5-6... Bonne question. Donc, nous, on a commencé avec un capital de 30 000, voilà, ce que fait un peu la plupart des compagnies. J'étais pas logé pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'avais ma valise, je me trimballais, je venais ici, j'allais dormir chez les gens, des copains de la famille. Pourquoi? Pour rencontrer des entrepreneurs, pour rencontrer des potentiels investisseurs par la suite, des potentiels partenaires, pour pouvoir travailler la solution, comprendre ce qui pourrait plaire. On a testé, on a lancé des choses. On a fait un VP, on a fait un pivot, j'ai un associé qui est parti, j'ai vécu quand même pas mal de choses aussi, pas que les parties amusantes de l'entrepreneuriat, mais qui m'ont permis de me forger, d'avancer. C'est ce qui a fait que des gens en fait, qui m'ont suivi depuis plus de 2 ans, aujourd'hui investissent.
que c'est pas. Il y a le projet qui maintenant est pertinent. Ils ont vu que tu étais déterminé, que tu... Ils ont vu l'avancée. Ils ont vu que dès qu'il y a un retour, dès qu'on me dit quelque chose, je l'applique, je le comprends, je l'assimile et c'est ça qui est important. Excusez-moi. Ah, Excusez-moi. Bonjour. Enchanté, Valentin. Laurie. c'est qui ce monsieur? Ça va? Excusez-moi, j'étais juste à côté en fait, juste à la table d'à côté, et j'écoutais un petit peu ce que vous disiez. Je vous ai vu la semaine dernière chez Eric Larchevêque à Vierzon. J'ai été bon. Beaucoup aimé ce que vous disiez, c'était très 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 inspirant. Et il y a vraiment un truc que j'ai retenu, c'est qu'en fait vous faites beaucoup d'argent avec qui veut être mon associé, tout ça. Beaucoup d'argent. J'en investis beaucoup. Et en tout cas, voilà, le monde des startups et tout, moi, ça me parle de fou. J'ai un peu d'ETF, j'ai un peu de crypto et tout, mais voilà. J'ai un petit patrimoine, j'aimerais investir 1 000 € dans une startup, là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas la vôtre? Les problématiques de fidélité, ça me parle. Il y a Jean-Pierre qui est avec vous, donc je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Pas encore, Jean-Pierre, mais... En tout cas, il est en train de discuter avec vous, ça veut dire qu'il a senti quelque chose. Je voulais savoir, voilà, pourquoi je devrais mettre 1 000 € dans votre boîte plutôt que celle de quelqu'un d'à côté, quoi. D'accord, très bonne question, c'est la question qu'on se pose toujours. Il y a plusieurs choses quand tu investis. Je sais pas si tu as déjà investi dans beaucoup de projets, on peut se tutoyer pas? On peut se tutoyer, c'est ma première fois dans une startup. Si je connais rien à l'equity des startups et tout, je sais même pas si avec 1 000 € je peux faire quelque chose ou pas. Alors, il y a plusieurs manières d'investir déjà. Ensuite, sur quoi? Il faut savoir qu'une startup, il y a toujours un risque, bien entendu. Donc 90% des startups ne marchent pas, hélas. Ah ouais. Donc tu vas parier, tu vas être sur la personne. Tu as la personne, sa persévérance, sa capacité à tenir, à pivoter, à ajuster en fonction de son marché. C'est le marché qui dicte ce qu'il faut faire souvent. Deuxième chose, ça va être le produit. Mais en gros, combien je vais gagner? Moi, si je mets 1000 balles, là, dans 2 ans, je ressors combien avec toi? Bah peut-être 0. C'est ça. Peut-être 0. C'est ce qu'il te dit. Peut-être 0, peut-être 10 000. C'est un fois 100, c'est ça. Fois 100, j'y crois pas du tout, mais en tout cas, pas en 2 ans. Visons le fois 100 pour avoir un fois 10. Pas en 2 ans ou 3 ans, mais réalistement, si tu veux, tu peux espérer effectivement donc faire 2-3 fois la mise en cas de succès, tu vois, donc et évidemment avec ce qui a été rappelé, donc un gros potentiel d'échec, puisque les startups, donc 60% passent pas les 3 premières années. Mais certains ont fait l'inverse, ils sont restés et à la fin ils ont eu beaucoup plus. Okay. Donc c'est soit le pont, soit la lambeau avec toi, quoi, finalement. C'est ça, moi ce que je peux garantir derrière, c'est le travail qui a été fait, c'est le réseau que je suis en train d'entourer, c'est la dédication au projet. Bien. Bah, merci beaucoup monsieur Nadir pour vos conseils en tout cas. Merci à toi. Donc tu n'oublieras pas de payer l'addition en partant, hein, pour les conseils. J'espère que ça s'est bien passé. Oui. Pour le dessert, je peux vous proposer des choco-rois de Maison Beckham. Ah bah voilà, la fameuse chocolat de M. Beckham. On en rêvait. On en parlait. On en rêvait. Si en plus il y a un café avec, alors là... Mais justement, en parlant de Maison Beckham, donc je crois que le Beckham en question a assisté à l'entretien. Moi, j'aurais bien aimé qu'il me rejoigne et pour qu'il me donne son avis sur ce qu'il a entendu, puisque lui, finalement, il a un réseau de magasins et il pourrait être sujet donc à utiliser ton système. Donc, est-ce qu'on peut, je sais que c'est pas le cas c'est pas le format habituel, mais est-ce qu'on pourrait appeler Monsieur Beckham, le faire venir, donc pour qu'il nous donne son avis sur le sujet. Bonjour, camarade Beckham. Ça va? Ça va? Très bien. Ouais. T'adores Angers, hein, Jean-Pierre, hein? Ah, il adore venir à Angers. Ah, maintenant, j'ai compris que le cœur du business français battait à Angers. C'est là où sont les pépites. Exactement. Donc, tu as un peu écouté tout notre échange. Donc, toi, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu fais déjà donc, Ouais, Nicolas Beckham, donc boulangerie Maison Beckham. On est un réseau de 31 boulangeries avec un projet à 50 boulangeries dans les 18 mois prochains, avec un développement en franchise, du coup, au niveau national. Donc on est sur un positionnement qu'on appelle premium artisanal et surtout premium accessible. Et ça fait quel chiffre d'affaires, donc toutes ces boulangeries cumulées? Cumulé, on est sur un volume d'affaires à 35 millions d'euros aujourd'hui. Le programme de fidélité à toi, il marche comment? On a dit c'est plus classique, donc comment il fonctionne? Classique, c'est un grand mot. Aujourd'hui, nous, on est sur un système de points, en fait, où les porteurs de cartes ont une carte de fidélité. Ils ont qui est une carte en carton. Une carte physique, voilà. Mais qui permet d'avoir des points et puis d'avoir des cadeaux. On est un peu sur la mode fast-food un petit peu du moment, plus tu as des points. T'as pas une appli, il n'y a pas une appli Beckham sur lequel donc j'ai mon programme de fidélité, sur lequel j'aurai toutes les nouveautés, où justement on me dit le mardi c'est pizza à ça, le mercredi c'est ci, tiens si vous venez donc entre 14h et 16h vous avez un café offert, tu vois, animer en fait les flux au travers du programme de fidélité, c'est là que c'est puissant. On est dans je stimule l'achat et l'expérience client. De toute
manière innovante. Pas vraiment. Je vais un peu rajouter, parce que Laurie, on se connaît un petit peu. Oui. On s'est vu quelques fois quand même récemment pour justement étudier ce pivotage pour nous de la fidélisation. Mais Laurie, il est avec nul ton- comme commercial. Alors, Donc en fait, la alors, première décision. c'est ce que j'ai dit. La première fois que j'ai vu, j'ai dit c'est pas Pour bon qu'on ton un produit. directeur commercial. Ah, je suis d'accord. Si tu veux. Je suis Là, dans le d'accord. budget, les 500 000, je peux te dire que c'est le premier investissement à faire. Hein. Et c'est Donc, marrant parce que tout à l'heure, quand je t'écoute, j'ai dit la même chose à Laurie il y a 6 mois. Et je confirme, il m'a dit, toi, t'es pas un vendeur, t'as un Mais non. produit. Ouais, toi, t'es l'homme produit, donc si tu veux, on peut pas être tout, hein, si tu veux. Donc, Moi, voilà. ce qui me manque aujourd'hui à Laurie, alors tu as sûrement peut-être un peu évolué, aujourd'hui, donc sur la partie physique, enfin non physique pour le coup, Ouais. ça c'est incroyable, c'est révolutionnaire, c'est super. Ce qui me manquait il y a 6 mois, peut-être que tu as peut-être évolué, c'est cette plateforme. À un moment donné, on peut être dans une relation où il n'y a pas de carte de physique, mais il faut qu'on puisse quand même, consommateur, savoir combien j'ai de points, j'ai droit à quoi, enfin voilà, sans avoir... Alors, ça, il a avancé là-dessus, a priori. Là, s'il y a 6 mois, c'est il y a des années, on travaille dans une start-up, il faut qu'on aille vite. Donc nous, on nous dit quelque chose, on l'applique. Tu avais proposé quelques idées d'ailleurs, à ce moment-là, nous, on a regardé, on s'est dit ça c'est pertinent, ça on verra peut-être pour plus tard, mais on l'applique. Et nous, c'est ça, on veut aller vite, on veut être efficace et on veut retirer la friction aux commerciaux. C'est-à-dire que les commerçants, ils n'ont pas envie de renvoyer des mails, de faire des newsletters, ce genre de choses. non, Parce que ça, c'est à l'ancienne, ça marche pas forcément bien. Non, mais surtout dans un réseau de boulangerie, on gère plein de flux. Lui, il a des franchisés, il a des magasins en propre. C'est pas toujours, il n'y a pas un responsable qui est là en permanence, etc. pour gérer tous ces flux-là. Donc il faut que ce soit automatisé. Et toi, Nicolas, donc tu serais capable d'investir à mes côtés dans une boîte comme ça. Donc, Ouais, bien sûr, bien sûr. On met un petit ticket tous les deux et on avance. Bien sûr, avec plaisir, ouais, tout à fait. Ok. Jean-Pierre, merci. Associé. Associé, c'est ça. Et avant de partir, je vais vous offrir Ah bah oui. une part de Chocoroi, un gâteau chocolat moelleux avec une crème pâtissière chocolatée. On l'appelle voilà, aussi une tuerie. Voilà, c'est comme on veut. En tout cas, le goûter. Le coup de grâce. Le goûter, c'est l'adopter. Bonne dégustation, messieurs. À très vite. Le repas se termine. Combien Jean-Pierre va-t-il investir? Ok. Du coup, très bien, bon, reprenons. Alors, on a vu les acteurs, je pense que c'était un peu plus clair là-dessus. Ouais. Ouais, vas-y. Oui, vas-y. Non, mais on dit le réglementaire et la tech, en quoi, effectivement, donc notre tech, elle est tu vois, quelles sont les barrières à l'entrée de la tech? C'est-à-dire que si demain, quelqu'un veut faire la même chose, donc, tu veux, combien de temps il met, avec quel moyen? Et dernière chose, donc, quand même, les 500 000, t'en fais quoi? La tech, du coup, ça fait un moment qu'on travaille dessus, justement, et en fait, il y a les barrières à l'entrée. Pour s'installer sur un TPE comme Ingenico, aujourd'hui, par exemple, ils ont fermé les accès. Donc moi, j'ai revu la semaine dernière le DG France, le CTO, qui sont en train de nous les passer. C'est un travail. Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas nous couper l'accès? C'est pas encore une fois, les TPE, ils veulent ça. Certaines marques, je peux en citer justement, ont fermé d'autres accès aussi, et finalement, ça a été même un désavantage concurrentiel par rapport aux autres qui ouvrent à des solutions qui donnent l'intérêt d'utilisation de leur machine. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si c'est de paiement, on va dire, du Visa ou Mastercard, etc., on est indépendant par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, on travaille directement sur le TPE. Donc en fait, tu arrives avec une Amex, une autre carte. Nous, on reconnaît juste une identification unique du paiement et c'est ça qu'on va appliquer. Qu'est-ce que tu as réussi à craquer que d'autres n'ont pas réussi à faire sur le même créneau? Il y a plusieurs choses. Le premier point déjà, tu vas avoir les entreprises de fidélité, c'est des entreprises à data. Nous, on est une entreprise d'expérience client. En fait, on ne se dit pas, il te faut tout ton mail, tout ton numéro de téléphone, etc. que la plus... Oui, on n'est pas là pour pomper toutes tes données. Voilà, on est là pour Ce sera une conséquence, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que tu reviennes. Tu vas prendre mon mail pour m'envoyer une newsletter pour me dire de revenir et que je revienne. Moi, je te dis, je fais une expérience pour que tu reviennes dès le début. Écoute, Laurie, c'est bon, je crois que j'ai à peu près toutes les infos, donc je vais réfléchir donc, à la fois à l'opportunité d'investir chez toi, aux conditions, à la fois donc, financières donc, et éventuellement donc, incitative, puisqu'on a évoqué donc, les BSA donc, comme étant un moyen de récompenser aussi l'apport en industrie. Donc je vais réfléchir à tout ça. Et puis il faut que je reparle avec mon ami Beckham donc, pour voir si réellement donc, il m'accompagne dans cette aventure, puisque encore une fois, donc, je pense que c'est important d'avoir le premier commerçant qui veut servir un peu de modèle. Serveur, mon choix est fait. Drôle de restaurant. J'ai la sellette carte de Cube 3. Ça correspond, écoute, on te le donne, c'est toi qui, a priori, en aura le plus besoin. Ce qui te fait
fait donc un montant de 60 000 euros. Et je vais te livrer une petite explication. Donc en fait, après réflexion donc, avec Nicolas Beckham donc, et aussi avec Valentin de Cube 3, moi je pense qu'il y a plusieurs volets en fait, possibles. D'abord, donc, le montant qu'on peut investir, c'est 60 000 euros, parce qu'on mettrait chacun donc, 20 000. Ces 60 000 euros, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'ils soient adossés donc, pour un équivalent donc, en BSA. Donc, en fait, que pour une action, on en est deux, en échange de quoi on participe à 2 ou 3 boards par an. Enfin, bon, il y a un certain nombre d'obligations. Surtout, l'obligation, c'est que Nicolas donc, intègre ta solution dans ses magasins. Et je voudrais libérer ces 60 000 euros en fait en 2 phases. 30 000 qu'on te donne tout de suite, qui te permettent de te connecter donc, à ces magasins, et 30 000 qu'on débloque dès lors qu'on voit que ta techno fonctionne. Parce qu'en fait, si demain, j'envoie des auditeurs pour auditer ta techno, ça va nous coûter 30 000 pour pas grand-chose, autant qu'ils servent donc, à se connecter directement au magasin. Et donc au départ, mon idée c'était 20 000 plus 20 000 Nicolas. Et puis, donc Cube 3, donc s'ajoute Valentin donc, à nous. Bien joué Laurie pour ces 60 000 euros. Et merci à Jean-Pierre pour sa participation. Laurie a bien reçu l'investissement de ses nouveaux associés et sa solution est en cours de déploiement dans les maisons Beckham de l'Ouest. Merci d'avoir regardé Plan Cube. La suite au prochain épisode.